Le ventilateur industriel dans le loft d'Eric Sweeney, en centre-ville, fredonnait son rythme familier tandis qu'il enroulait les plans d'architecture éparpillés sur sa table à dessin. 2 ans avaient creusé de profondes rides autour de ses yeux qui n'avaient rien à voir avec ses 34 ans. La photographie encadrée sur le coin de son bureau, celle du 6e anniversaire de Lloyd, 3 mois avant l'accident, captait le soleil de fin d'après-midi. Eric s'était bâti une réputation comme l'un des architectes commerciaux les plus innovants de Philadelphie. Mais après les funérailles, il s'était limité à du travail de consultant. Moins de gens, moins de questions sur la façon dont il tenait le coup. Moins de regards compatissants qui lui faisaient serrer la mâchoire. Son téléphone vibra. Julian Tran, son meilleur ami depuis l'université, et la seule personne qui prenait encore de ses nouvelles sans le traiter comme s'il était en cristal. « Tu comptes toujours laisser tomber ce projet de Pittsburgh ?» La voix de Julian avait sa franchise habituelle. « J'y vais. Cameron Industrial a besoin de quelqu'un qui comprend vraiment l'intégrité structurelle. » Eric ferma son ordinateur portable. 3 jours d'évaluation sur site, puis je rentre. « Bien. Tu dois sortir de ce loft. Ça devient un sanctuaire. » La gorge d'Eric se serra. Julian avait raison. Il connaissait chaque fissure de ces murs, chaque ombre. Je t'appellerai de Pittsburgh. Le lendemain matin, Eric traversa une ville qu'il n'avait jamais visitée, suivant les indications du GPS vers un quartier d'entrepôt au sud du centre-ville. Le travail était simple. Évaluer une ancienne usine pour sa conversion en espace à usage mixte. Il était devenu doué pour se perdre dans les mesures et les calculs, dans des problèmes qui avaient de vraies solutions. Après 6 heures d'évaluation, le bas de son dos lui faisait mal. Le motel qu'il avait réservé se trouvait près d'un quartier résidentiel. Des rues calmes bordées de vieux érables. Il décida de marcher, de se dégourdir les jambes, de se vider la tête. C'est là qu'il l'entendit. Le rire d'un enfant, clair et sans retenue, fendant l'air d'octobre comme une cloche. Les pieds d'Eric s'arrêtèrent avant que son cerveau ne suive. Il connaissait ce rire, ne l'avait-il pas mémorisé pendant 6 ans de genoux écorchés, d'histoires avant de dormir et de dessins animés le samedi matin. Sa tête se tourna vers l'aire de jeu de l'autre côté de la rue. Le garçon était sur les balançoires, pompant ses jambes avec un rythme déterminé. Cheveux sombres, silhouette menue, cette façon particulière de rentrer le menton quand il se concentrait. La vision d'Eric se rétrécit. Le garçon bougea et Eric le vit. La petite tache de naissance sur son cou, juste sous l'oreille gauche. Une tache de vin, à peine de la taille d'une pièce de 10 cents. La tache de naissance de Lloyd, la tache de naissance de son fils. Le garçon sauta d'une balançoire, atterrissant maladroitement, favorisant sa jambe droite. La même jambe qui avait été blessée dans l'accident 18 mois avant les funérailles. Avant le 2e accident, celui qui l'avait tué. La main d'Eric trouva un tronc d'arbre. Ses genoux menacèrent de flancher. « Lloyd, sois prudent. » La voix d'une femme, empreinte d'une inquiétude maternelle. Patricia Rice émergea de derrière un banc, se dirigeant vers le garçon avec une vitesse surprenante pour une femme au début de la soixantaine. La grand-mère de Lloyd, l'ancienne belle-mère d'Eric, la femme qui avait sangloté pendant toutes les funérailles, qui s'était agrippée au cercueil fermé en se lamentant sur son pauvre petit garçon. La même femme qui tenait maintenant la main de son fils supposément mort. L'esprit d'architecte d'Eric, entraîné à voir les détails, à mesurer et à analyser, passa en sur-régime. Lloyd était réel, solide, vivant, riant tandis que Patricia essuyait la saleté de sa veste. Ils se dirigèrent vers le parking, vers une Honda Civic argentée qu'Eric ne reconnut pas. Il les suivit. Des années à marcher sur des chantiers de construction lui avaient appris à se déplacer silencieusement, à observer sans être observé. Il resta à 2 voitures derrière tandis que Patricia traversait des rues résidentielles, prenait 3 virages, et se garait dans l'allée d'un modeste bungalow de style artisan, peint en jaune pâle avec des garnitures blanches. Eric se gara plus bas dans la rue, les regarda entrer par la porte de côté. Les lumières s'allumèrent dans la cuisine. Il vit la silhouette de Lloyd passer devant la fenêtre, gesticulant vivement à propos de quelque chose, exactement comme il le faisait avant, exactement comme son fils. Sa main tremblait sur le volant. Après 20 minutes, lorsque l'obscurité totale s'était installée, Eric passa devant la maison comme n'importe quel promeneur du soir. La boîte aux lettres se tenait sur le trottoir, légèrement rouillée. Il sortit son téléphone de sa poche, fit semblant de prendre un appel, et jeta un coup d'œil à l'étiquette nominative. Famille Rice,
2847 rue Ashford. Et en dessous, en plus petit caractère, Patricia Rice, Shelley Rice, Lloyd Rice. Shelley, sa femme, morte dans le même accident qui avait tué Lloyd. Du moins, c'est ce que disait le rapport de police. Ce que les cercueils fermés avaient confirmé. Les jambes d'Eric le ramenèrent à sa voiture par pure mémoire musculaire. Il s'assit sur le siège du conducteur, fixant son reflet dans le rétroviseur et essaya de comprendre ce que ses yeux venaient de montrer à son cerveau. Son fils était vivant. Sa femme était vivante. Et il l'avait laissé enterrer des boîtes vides il y a 2 ans. Eric ne dormit pas. Il resta assis dans la chambre du motel, l'ordinateur portable ouvert, consultant chaque fichier qu'il avait rangé après les funérailles. Le rapport de police de l'accident, les certificats de décès, les papiers d'assurance, les cartes de condoléances, les factures des pompes funèbres. Des détails qu'il avait été trop anéantis pour examiner attentivement exigeaient maintenant son attention. L'accident s'était produit lors d'un week-end mère-fille dans les Poconos. Shelley avait voulu de l'espace, avait dit qu'elle avait besoin de temps avec sa mère, qu'Eric travaillait toujours, que Lloyd avait aussi besoin de sa grand-mère. Il avait accepté parce qu'il terminait le projet Riverside Plaza, faisant des journées de 18 heures, essayant de prouver qu'il pouvait encore subvenir aux besoins de sa famille après que son père l'ait déshérité pour avoir épousé cette fille Rice. Elle rentrait un dimanche soir. Un témoin avait rapporté une voiture faisant une embardée sur une route de montagne, brisant une glissière de sécurité et plongeant dans un ravin. Incendie. Les dossiers dentaires avaient confirmé les identités car les corps étaient trop brûlés pour une identification visuelle. Sauf que maintenant, Eric réalisait que les dossiers dentaires pouvaient être falsifiés, les corps mal identifiés. Et il avait été si anéanti par le chagrin, si éviscéré par la perte, qu'il avait signé tous les papiers qu'on lui avait présentés. Il ouvrit son téléphone, fit défiler jusqu'au numéro de Julian, puis s'arrêta. Que dirait-il? Salut, je pense que ma femme et ma belle-mère décédées ont simulé leur mort et enlevé mon fils. Ça semblait insensé. Peut-être qu'il était fou. Peut-être que le chagrin avait finalement brisé quelque chose de fondamental dans son esprit. Mais il avait vu Lloyd, toucher ce tronc d'arbre avec des mains stables, lu cette boîte aux lettres avec des yeux clairs. Eric alla sur Facebook, chercha le compte de Shell. Toujours actif mais privé. Dernière mise à jour il y a 3 ans avec des messages commémoratifs d'amis. Le compte de Patricia était désactivé. Il essaya LinkedIn, Instagram, Twitter. Rien. Il ouvrit une nouvelle recherche. Comment simuler sa mort Pennsylvanie? 3 heures plus tard, alors que la lumière de l'aube se glissait à travers les rideaux du motel, Eric avait une théorie plausible. Les corps dans la voiture étaient réels, mais pas ceux de sa famille. Des inconnus de quelque part, placés dans ce véhicule. Patricia avait de l'argent de famille, de l'entreprise de fabrication de son défunt mari. Elle avait été furieuse quand Eric et Shelley s'étaient mariés, convaincus qu'il en voulait à l'héritage qu'elle prévoyait de laisser à sa fille. Mais pourquoi? Pourquoi simuler leur mort? Pourquoi lui faire subir ces funérailles, ce chagrin, ces mois à vouloir mourir lui-même? Eric se leva, arpenta la petite chambre. Son esprit travaillait sur le problème comme un défi d'ingénierie structurelle. Éliminer les suppositions. Se concentrer sur les faits porteurs. Fait, Lloyd était vivant et vivait avec Patricia et Shell à Pittsburgh. Fait, ils avaient été déclarés morts il y a 2 ans. Fait, quelqu'un avait touché une assurance vie. Il avait reçu un paiement pour Shell et Lloyd. Près de 800 000 $ qui dormaient toujours sur un compte parce que les dépenser lui donnaient l'impression d'accepter qu'ils étaient partis. Fait, son père était mort 3 mois avant l'accident. Le testament avait été contesté. La sœur d'Eric en avait eu la plus grande partie, mais un fonds en fiducie avait été créé pour Lloyd. 2,3 millions de $ accessibles lorsque Lloyd aurait 18 ans ou si Eric mourait, auquel cas ils iraient au tuteur légal de Lloyd. Patricia avait toujours eu du ressentiment envers ce fonds. Avait soutenu que Shell devrait le gérer. Avait traité le père d'Eric de vieil enfoiré manipulateur. Les pièces commencèrent à s'emboîter comme un plan qui prend enfin sens. Eric attrapa sa veste et retourna à la rue Ashford. En plein jour, le quartier avait l'air différent. Pelouse soignée, mini-fourgonnette, but de football dans les allées. Le bungalow jaune avait besoin de nouveaux volets, et le toit montrait son âge. Eric se gara 3 maisons plus loin avec une vue dégagée sur l'allée. À 7h45, la porte de côté s'ouvrit. Lloyd sortit le premier,
son sac à dos rebondissant, se dirigeant vers un bus scolaire jaune qui attendait au coin de la rue. Le cœur d'Eric se serra. Son fils monta les marches du bus, se retourna, fit un signe de la main à quelqu'un à l'intérieur de la maison. Le même signe qu'il avait toujours fait à Eric avant l'école. Shelley apparut dans l'embrasure de la porte. Même à cette distance, Eric la reconnut. Les cheveux plus courts maintenant, blonds au lieu de bruns, mais la même posture, la même façon de croiser les bras. Elle regarda le bus s'éloigner, puis rentra à l'intérieur. Eric attendit 15 minutes, puis s'approcha de la maison voisine. Une femme âgée ramassait son journal, les cheveux blancs en bigoudi. « Bonjour », lança Eric, affichant son sourire le plus professionnel. « Je regarde les propriétés dans le quartier. » « Depuis combien de temps les Rice vivent-ils à côté ?» La femme s'illumina. « Oh, depuis environ 18 mois. Une famille charmante. Patricia est une bénédiction pour la surveillance du voisinage. Sa fille Shell est un peu discrète. Elle reste dans son coin. Mais ce petit Lloyd est un amour. Il semble bien installé. Viennent-ils de loin ? Patricia a mentionné le Maryland, où était-ce le Delaware ? Quelque part dans le sud. Elle a dit qu'ils avaient besoin d'un nouveau départ après avoir perdu de la famille. Tragique, vraiment. Eric garda une expression neutre. Eh bien, ils ont atterri dans un beau quartier. Merci pour votre temps. Il retourna à sa voiture, monta et resta très immobile. Ils avaient établi une histoire de couverture. Nouvelle ville, nouvelles identités, même nom de famille car Patricia avait probablement des papiers d'identité légitimes. Lloyd était inscrit à l'école, probablement avec de faux documents. Et ils avaient dit aux voisins juste assez de vérité, perdre de la famille, pour expliquer toute incohérence. Son téléphone sonna. Le client de Pittsburgh. Monsieur Sweeney, nous sommes prêts pour votre visite de l'après-midi quand vous le serez. Eric ferma les yeux, força sa voix à être stable. Je serai là dans 1 heure. Il avait un travail à terminer, mais plus important encore, il avait une surveillance à planifier, des recherches à mener et un piège à construire. Car si Patricia et Shelley pensaient pouvoir voler son fils et vivre paisiblement à 3 heures de route, elles avaient gravement sous-estimé l'homme qu'elles avaient essayé d'enterrer. Eric Sweeney avait passé 2 ans à apprendre à fonctionner à travers un deuil dévastateur. Maintenant, il allait canaliser cette même discipline dans quelque chose de complètement différent. Patience, planification et précision. Eric prolongea son séjour à Pittsburgh d'1 semaine, invoquant des problèmes structurels supplémentaires à l'entrepôt. Il loua une voiture différente, une berline grise banale, et établit une routine de surveillance. Les matins au café avec vue sur l'arrêt de bus. Les après-midi à travailler sur son ordinateur portable dans le parc où il avait vu Lloyd pour la première fois. Les soirs, garé dans la rue Ashford, documentant les allées et venues. Des schémas émergèrent. Lloyd allait à l'école primaire Riverside, était récupéré chaque mercredi pour ce qui ressemblait à de la kinésithérapie. Cette blessure à la jambe nécessitait toujours un traitement. Patricia était bénévole à la bibliothèque de l'école les mardis et jeudis. Shelley travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire du centre-ville, partait à 8h30, revenait à 15h. Eric photographia tout, horodaté, géolocalisé, méthodique. Sa formation d'architecte lui avait appris que les projets complexes nécessitaient une documentation complète. Le 4e jour, il appela Julian d'un lieu sûr, une bibliothèque dans un autre quartier. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose sans poser de questions pour l'instant, » dit Eric doucement. « Ça a l'air de mauvais augure. Fais une vérification d'antécédents. » Patricia Rice, 62 ans, anciennement de Philadelphie. Voici elle a touché une assurance vie au cours des 2 dernières années. Silence. Puis, Eric, qu'est-ce qui se passe ? Je ne peux pas encore t'expliquer. Peux-tu le faire ? Tu sais que je peux. Donne-moi 24 heures. Julian rappela à minuit. Bon sang, Eric, qu'as-tu trouvé ? Dis-moi d'abord. Patricia Rice a touché 2 polices. Une pour sa fille, Shelley Rice Sweeney, $300,000. Une pour son petit-fils, Lloyd Sweeney, $500,000. Elle était désignée comme bénéficiaire sur les 2. Elle a déposé les réclamations 3 semaines après l'accident. A reçu le paiement en 6 mois. Des signaux d'alarme de la part de la compagnie d'assurance ? Rien dans les archives publiques. Mais Eric. Ils sont vivants.
Les mots flottèrent entre eux comme une lame. Quoi? Lloyd et Shell, ils sont vivants. Ils vivent à Pittsburgh avec Patricia. Je les ai vus plusieurs fois. J'ai des photos. La respiration de Julian changea. Tu en es absolument certain? J'ai passé 6 ans à apprendre chaque détail du visage de mon fils. Julian, sa tache de naissance, son boitement, son rire. C'est lui. Putain de. As-tu contacté la police? Pas encore. J'ai besoin de comprendre toute l'étendue de la situation d'abord. Pourquoi ils l'ont fait? Si Shelley a été contrainte ou complice, jusqu'où cela va? Eric, c'est un enlèvement. De la fraude. Tu dois. J'ai besoin de preuves qui tiendront devant un tribunal. Des preuves qui me rendront mon fils de façon permanente. Patricia a de l'argent, des relations. Si je vais à la police sans être préparé, elle aura des avocats qui enterreront l'affaire avant que je puisse réagir. Alors laisse-moi t'aider. De quoi as-tu besoin? Eric ferma les yeux, sentit le premier véritable espoir qu'il avait éprouvé en 2 ans. J'ai besoin que tu fouilles dans les finances de Patricia. Discrètement. Découvre où est allé l'argent de l'assurance, quels autres comptes elle a, tout achat ou transfert important. J'ai besoin de savoir si elle prépare autre chose. Je vais devoir faire appel à quelques faveurs. Peut-être engager un comptable judiciaire de manière non officielle. Facture-moi ce qu'il faudra. Eric, écoute-moi. Sois prudent. Ne les approche pas. Ne les confronte pas. Pas avant que nous ayons tout en main. Je sais. Eric regarda une voiture se garer dans l'allée de Patricia, la vit sortir avec des sacs de course. Crois-moi, Julian, j'ai appris la patience. Au cours des 2 semaines suivantes, Eric établit une routine qui n'éveillerait aucun soupçon. Il retourna à Philadelphie, accepta de nouveaux projets, agit comme un homme qui se remettait lentement. Mais chaque week-end, il se rendait à Pittsburgh. Itinéraire différent, heures différentes. Faisant attention de ne jamais établir de schéma. Il loua une boîte postale à Pittsburgh, commença à construire une trace écrite. Il se lia d'amitié avec un détective privé nommé Brent Water, qui lui avait été recommandé par le réseau de Julian. Ancien flic, discret, doué avec les appareils photo et la documentation. Vous voulez que je vérifie que le gamin est bien celui que vous pensez? Dit Brent lors de leur première rencontre dans un restaurant à 40 miles de Pittsburgh. L'ADN serait idéal, mais je ne sais pas comment l'obtenir sans les alerter. Brent se pencha en arrière. Les enfants à l'école. Les écoles gardent les dossiers médicaux. S'il a eu des blessures, des visites pour maladie, ils auront des documents. On pourrait peut-être accéder à ces dossiers par les bons canaux. Les canaux légaux. Appelons-les des canaux créatifs. Vous voulez que ce soit bien fait ou vite fait? Je veux que ce soit bien fait, mais je veux aussi récupérer mon fils avant Noël. Il lui restait 9 semaines. Brent se mit au travail. Il se fit passer pour un auditeur d'assurance maladie. Entra dans le système de dossier de l'école primaire Riverside. Trouva le dossier de Lloyd. Contact d'urgence listant Patricia Rice comme tutrice. Antécédents médicaux montrant une blessure à la jambe droite suite à un accident sur une aire de jeu il y a 2 ans. La même blessure d'avant la mort supposée. Ils n'ont même pas pris la peine de créer une nouvelle histoire, dit Brent en faisant glisser les documents copiés sur la table vers Eric. Paresseux, arrogants, les deux. Eric étudia les papiers. Et l'ADN? Le gamin a une bouteille d'eau dans son sac à dos. L'utilise tous les jours à la récré. Je peux obtenir un échantillon des objets trouvés de l'école. Les enfants en laissent tout le temps. Vous me donnez quelque chose avec votre ADN, je pourrais faire une comparaison par un laboratoire, de manière non officielle. 2 jours plus tard, Eric fournit un échantillon de cheveux. Une semaine après, Brent lui tendit un dossier. Probabilité de 99,9% de relation paternelle. C'est votre fils, Monsieur Sweeney. Légalement, scientifiquement, indéniablement. Les mains d'Eric tremblaient en tenant le papier. La preuve. La preuve irréfutable. Et maintenant, demanda Brent. Maintenant, je vais découvrir pourquoi ils ont fait ça. Et je vais m'assurer qu'ils ne pourront plus jamais le refaire. La comptable judiciaire de Julian, une femme brillante nommée Nicole Norman, qui avait travaillé sur des cas de fraude pour le FBI,
livra son rapport par email crypté. Eric le lut dans son loft, chaque ligne lui faisant serrer la mâchoire. Patricia Rice avait ouvert 3 nouveaux comptes dans les 6 mois précédant l'accident, tous dans des banques du Delaware. Elle avait transféré des fonds de ses comptes personnels, environ 400 000 $, sur ses comptes, puis avait fait transiter l'argent par une série de sociétés écrans. Dans les 2 semaines suivant la réception des paiements d'assurance, elle avait acheté en espèces la propriété de Pittsburgh sous le nom de H4 Holdings LLC. Des paiements supplémentaires suggèrent qu'elle a soudoyé au moins une personne au bureau du médecin légiste. 15 000 $ déposés sur un compte appartenant à Jérôme Lindsay, assistant médecin légiste, 3 jours avant que les certificats de décès ne soient émis. Lindsay fut renvoyé 6 mois plus tard pour une faute professionnelle sans rapport. Patricia avait également effectué des paiements à un avocat du Maryland, Jimmy Ellis, totalisant 75 000 $. Ellis est spécialisé dans la documentation d'identité. Il fut sanctionné par l'Ordre des avocats en 2019 pour violations éthiques. L'argent de l'assurance est utilisé pour les frais de subsistance. Au rythme de dépenses actuelles, Patricia épuisera ses fonds d'ici 3 ans. Elle n'a aucune source de revenus légale enregistrée. Eric transféra tout à Julian. C'est suffisant pour la police, non? Plus que suffisant. Mais Eric, pense à ce qui va se passer ensuite. L'enquête de police prend du temps. Patricia pourrait fuir si elle se sent acculée. Tu pourrais ne pas voir Lloyd pendant des mois pendant que tout ça se règle. Les services de protection de l'enfance pourraient s'en mêler. Alors, que suggères-tu? Laisse-moi parler à une avocate en droit de la famille. J'en connais une, spécialisée dans les cas d'enlèvement parental. Nous devons comprendre comment obtenir la garde immédiate une fois que l'affaire éclatera. L'avocate, une femme redoutable nommée Hélène Simon, exposa la réalité dans son bureau du centre-ville. À la minute où vous signalerez cela à la police, Lloyd deviendra une preuve dans une affaire criminelle. Il sera retiré de la garde de Patricia, mais il pourrait aller en famille d'accueil pendant qu'il règle les identités, vérifie les relations. Vous avez l'ADN, mais vous devrez prouver que vous êtes psychologiquement stable, que vous pouvez subvenir à ses besoins, qu'il sera en sécurité avec vous. Je suis son père. Vous êtes un homme que tout le monde croit avoir enterré son fils il y a 2 ans. Le tribunal voudra des évaluations psychologiques, des études de domicile, une vérification que vous ne souffrez pas de délire ou de rupture avec la réalité induite par le traumatisme. La colère d'Eric monta. Donc, mon fils reste avec des ravisseurs pendant que je prouve que je suis sain d'esprit? Non. Voici ce que nous allons faire. Hélène sortit un bloc-notes. Nous allons d'abord monter un dossier en béton. Pas seulement des preuves criminelles contre Patricia et Shelley, mais des documents prouvant que vous avez toujours été un parent apte. Nous obtiendrons des déclarations d'amis, d'employeurs, de thérapeutes si vous en avez vu. Nous préparons une étude de domicile à l'avance. Ensuite, quand nous irons à la police, nous irons avec un dossier complet et une requête pour une garde d'urgence. Nous rendrons impossible pour tout juge de statuer contre vous. Combien de temps? 4 semaines. Si nous agissons vite. Pouvez-vous attendre 4 semaines? Eric pensa à Lloyd dormant dans ce bungalow jaune, croyant son père mort. 4 semaines. 28 jours. 672 heures. Oui, dit-il, mais pas un jour de plus. Il passa ces 4 semaines à monter son dossier avec la même précision qu'il apportait à ses projets architecturaux. Des références de Julian, de clients, de sa sœur. La preuve de sa stabilité financière, de son logement stable, de son absence de casier judiciaire. Une évaluation psychologique d'un thérapeute respecté qui conclut qu'il était en deuil mais mentalement sain, capable de fournir des soins appropriés à un enfant. Et il continua à surveiller Lloyd chaque week-end à Pittsburgh, gardant ses distances mais documentant tout. Il regarda son fils jouer au football, mal mais avec enthousiasme. Le regarda marcher vers le bus scolaire avec son sac à dos rebondissant. Le regarda rire avec d'autres enfants à l'air de jeu. La seule chose qui empêchait Eric de prendre d'assaut cette maison et de récupérer Lloyd par la force était la certitude que cela ferait de lui le criminel. Qu'il avait besoin de la loi de son côté. Besoin que tout soit parfait et inattaquable. Un jeudi après-midi, 26 jours après avoir vu Lloyd pour la première fois sur cette aire de jeu, Eric remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Patricia chargeait des valises dans le coffre de la Honda. Il appela Brent immédiatement. Ils emballent plusieurs valises. Ça pourrait être des vacances, ou il s'enfuit.
Peux-tu vérifier si Lloyd a été retiré de l'école? 30 minutes plus tard, il avait la réponse. Son dernier jour était hier. Ils ont dit à l'école que c'était une urgence familiale. Qu'ils enverraient chercher ses dossiers. Le cœur d'Eric martelait. On agit maintenant. Appelle Hélène. Appelle Julien. Nous n'avons plus de temps. Cette nuit-là, une opération coordonnée se déroula. Hélène déposa des requêtes d'urgence auprès du tribunal des affaires familiales. Julien livra des dossiers de preuves complets au bureau du procureur et au FBI. Enlèvement à travers les frontières de l'État. Cela en faisait une affaire fédérale. Brent fournit des photos de surveillance, des chronologies documentées, des conversations enregistrées. À 6 heures du matin le vendredi, la police encercla le bungalow jaune de la rue Ashford. Eric regardait depuis une voiture banalisée avec une agente fédérale nommée Renée Hanna, qui avait été assignée à l'affaire. « Restez ici », dit l'agente Hanna. « Laissez-nous gérer ça. » Les doigts d'Eric s'agrippèrent à la poignée de la portière. « C'est mon fils là-dedans. C'est exactement pourquoi vous devez rester ici. Nous faisons ça dans les règles, où tout s'effondre. On frappa à la porte. » Patricia répondit, son visage passant de la confusion à la reconnaissance, puis à une panique animale en voyant les badges. Shell apparut derrière elle, blême. Les agents entrèrent dans la maison. Puis Lloyd sortit en pyjama, l'air effrayé et petit, et si douloureusement vivant que la vision d'Eric se brouilla. La voix de Patricia porta à travers la pelouse. Ne les écoutez pas, Lloyd. Ces gens sont des menteurs. Ils essaient de... Madame, vous devez vous taire. Le partenaire de l'agente Hanna, Francisco Watkin, se positionna entre Patricia et le garçon. Lloyd, tout va bien. Personne ne va te faire de mal. Nous devons juste te poser quelques questions. Où est ma maman? La voix de Lloyd, incertaine et jeune, brisa le cœur d'Eric. Elle est juste là, mon chéri. Shelley essaya de se diriger vers lui, mais un agent l'arrêta. Shelley Rice, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, fraude et complot en vue de commettre une fraude. Vous avez le droit de garder le silence. La même récitation pour Patricia, dont le visage s'était transformé en quelque chose de laid et d'acculé. Lloyd se mit à pleurer. La main d'Eric était sur la poignée de la portière avant que l'agente Hanna ne lui attrape le bras. Pas encore. Il l'emmène au poste. Les services de protection de l'enfance seront là. Hélène vous y retrouvera, mais vous ne pouvez pas l'approcher avant que nous ayons terminé les entretiens et qu'un juge ait donné son accord. Il a peur. Je sais. Mais vous avez attendu 2 ans. Attendez 2 heures de plus et faites ça correctement. Ces 2 heures semblèrent plus longues que tous les mois de deuil réunis. Eric s'assit dans une salle de conférence au bureau local du FBI pendant que Lloyd était interrogé dans une salle adaptée aux enfants, plus loin dans le couloir. Hélène s'assit à côté de lui serrant occasionnellement la main lorsque ses jambes commençaient à s'agiter trop fort. Finalement, l'agente Hanna entra. « Monsieur Sweeney, on a dit à Lloyd qui vous êtes. » Il est confus, bouleversé, et ne sait pas trop quoi croire. Toute sa réalité vient de voler en éclats, mais il a accepté de vous rencontrer en présence d'une conseillère. Eric se leva, son corps bougeant sans pensée consciente. Hélène l'étudia. « Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé. Ne le submergez pas, laissez-le mener la danse. On lui a dit que son père était mort pendant 2 ans. Laissez-lui de l'espace pour digérer. » La pièce où on le conduisit avait l'air délibérément non menaçante. Lumière douce, chaises confortables, jouets sur les étagères. Lloyd était assis sur un petit canapé à côté d'une femme en vêtements décontractés qui devait être la conseillère. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, ses mains se tordaient sur ses genoux. Eric s'arrêta dans l'embrasure de la porte et son fils leva les yeux. Pendant un instant qui s'étira comme une éternité, ils se fixèrent. Eric catalogua chaque changement. Lloyd était plus grand, son visage plus anguleux, ses cheveux légèrement plus longs, mais les yeux étaient les mêmes. C'étaient toujours les yeux de son fils. « Salut, Lloyd », dit Eric doucement, sa voix se brisant malgré tous ses efforts pour la contrôler. Le visage de Lloyd se décomposa. « Mamie a dit que tu étais mort. Elle a dit que tu étais mort dans un incendie. Je sais. Mais je suis là. Je suis réel, et je te cherche depuis le jour où j'ai cru t'avoir perdu. Tu es vraiment mon papa. Je le suis vraiment. » La petite voix de Lloyd.
Tu peux le prouver. La gorge d'Eric se noua. Il regarda la conseillère, qui hocha légèrement la tête. Il s'assit sur une chaise en face de Lloyd, proche mais sans envahir son espace. Tu te souviens de l'histoire que je te racontais tous les soirs avant de dormir? Sur l'architecte qui a construit un château dans les nuages. Les yeux de Lloyd s'écarquillèrent légèrement. Avec le dragon qui avait peur du vide et la princesse qui est devenue chevalier à la place. Et ils faisaient tous des soirées pizza le vendredi. C'était notre histoire, juste à nous. À personne d'autre. Une larme roula sur la joue de Lloyd. Pourquoi m'ont-ils dit que tu étais mort? Je ne sais pas encore, mon grand. Mais je vais le découvrir. Et je te promets que je ne laisserai plus jamais personne t'emmener loin de moi. Où est maman? Eric jeta un coup d'œil à la conseillère, qui intervint doucement. Lloyd, ta maman parle à d'autres personnes en ce moment. Nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. C'est compliqué et ça va prendre du temps. Mais monsieur Sweeney, ton papa, il te cherchait. Il n'a jamais arrêté de chercher. Je ne comprends pas, la voix de Lloyd monta, la panique s'y mêlant. Pourquoi mamie mentirait? Pourquoi maman mentirait? Je ne comprends pas, la conseillère posa une main douce sur son épaule. Je sais, mon chéri. C'est vraiment effrayant et déroutant, mais en ce moment, tu es en sécurité. Tout le monde ici travaille pour déterminer ce qui est le mieux pour toi. Lloyd regarda Eric avec des yeux trop vieux pour son visage. Tu m'as vraiment enterré? Mamie a dit qu'il y avait eu des funérailles. Il y en a eu, dit Eric, sa voix stable malgré le tremblement de terre à l'intérieur de sa poitrine. Parce que je croyais que tu étais parti. Ils m'ont fait croire que tu étais parti. Mais pendant tout ce temps, tu étais vivant. Et si j'avais su, si j'avais eu le moindre indice, j'aurais retourné le monde entier pour te trouver. Quelque chose dans l'expression de Lloyd changea. Pas de la confiance, pas encore. Mais peut-être la première fissure dans un mur. Je peux rester avec toi? Je vais faire tout ce que je peux pour que ça arrive. Et si je ne peux pas? Et s'il me force à aller ailleurs? La conseillère prit la parole. Lloyd, il va y avoir beaucoup de conversations et de décisions prises par des adultes au cours des prochains jours, mais la priorité de tout le monde est de s'assurer que tu es en sécurité et qu'on s'occupe de toi. Ton papa travaille avec des avocats et des juges pour montrer qu'il peut s'occuper de toi. Est-ce que tu veux ça? Lloyd regarda Eric, le regarda vraiment, étudiant son visage comme s'il essayait de réconcilier le souvenir avec la réalité. Tu as l'air différent. 2 ans, ça change. Tu as l'air triste. Je l'ai été pendant très longtemps. Tu es toujours triste? Eric sentit ses yeux le brûler. Plus maintenant. Lloyd hocha lentement la tête, puis se tourna vers la conseillère. Je veux rester avec lui. C'est mon papa. Même si j'avais oublié à quoi il ressemblait, je me souviens des histoires. Je me souviens des soirées pizza. La conseillère sourit. D'accord. C'est une chose très importante à dire au juge. Prenons les choses une étape à la fois. La machine judiciaire avança avec une lenteur atroce. Audience de garde d'urgence, entretien, et évaluation. Patricia et Shelley furent maintenus en détention sans caution, risque de fuite étant donné ce qu'elles avaient déjà fait. Leur avocat tenta de plaider la folie temporaire, l'instinct maternel pour protéger l'enfant d'un père instable. Mais la documentation d'Eric était à toute épreuve. Les témoins de moralité, les dossiers financiers, les évaluations psychologiques, et surtout, les preuves de préméditation, les transactions financières de Patricia, les pots de vin, la création de fausses identités des mois avant l'accident mis en scène. Le 4e jour, Hélène appela avec des nouvelles. Le juge a accordé la garde temporaire. Lloyd peut rentrer à la maison avec vous ce soir. Il y aura des visites supervisées au début, des exigences de conseil, mais Eric, vous l'avez récupéré. Eric s'assit lourdement sur le sol de son loft. Ce soir. 18h, les services de protection de l'enfance l'amèneront chez vous. Ils feront une visite des lieux. S'assurer que c'est approprié. Êtes-vous prêt? Je suis prêt depuis 2 ans. Il passa l'après-midi à rendre parfaite l'ancienne chambre de Lloyd. Le lit était toujours là, les draps propres. Il acheta de nouveaux vêtements, Lloyd avait grandi. Remplit le frigo d'aliments qu'il espérait que son fils aimait encore. Remit les livres d'images sur l'étagère, même si Lloyd était probablement trop vieux pour eux maintenant.
À 17h55, la sonnette retentit. Lloyd se tenait dans le couloir avec son assistante sociale, serrant un sac à dos et l'air terrifié. Eric s'agenouilla à son niveau. « Bienvenue à la maison, mon grand. » Lloyd entra timidement, les yeux balayant tout. « C'est là qu'on habitait avant. C'est là qu'on habitait. Tu veux voir ta chambre ?» Ils marchèrent ensemble dans le couloir. Lloyd s'arrêta dans l'embrasure de la porte, fixant les murs couverts de ses anciens dessins, les étagères contenant ses jouets. « Tu as tout gardé. » »« Bien sûr que j'ai tout gardé. Même après avoir cru que j'étais. Surtout après. C'était ta chambre. Ce sera toujours ta chambre. » Cette nuit-là, après le départ de l'assistante sociale et le coucher du soleil sur Philadelphie, Lloyd s'assit sur le bord de son lit dans un pyjama légèrement trop grand. « Papa. » Le mot frappa Eric comme de l'électricité. « Oui. Tu vas me raconter l'histoire de l'architecte ?» Eric s'assit par terre à côté du lit, exactement là où il s'asseyait 6 soirs par semaine pendant 6 ans. Il était une fois, un architecte qui rêvait de construire un château dans les nuages. Lloyd écouta, les yeux lourds, et quelque part au milieu de la 3e tentative du dragon pour monter les escaliers, il s'endormit. Eric resta là 1 heure de plus, regardant son fils respirer, se convainquant que c'était réel. En bas, son téléphone vibra. « Julien. Audience préliminaire demain. Tu devrais être là. » Eric tapa en réponse. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » L'audience préliminaire révéla toute l'étendue du plan de Patricia, et c'était pire que ce qu'Eric avait imaginé. Jérôme Lindsay, l'assistant médecin légiste qui avait été soudoyé, témoigna en échange de l'immunité. Il expliqua comment Patricia l'avait approché avec une proposition commerciale. 2 corps, des inconnus d'une fosse commune, non réclamés, oubliés, pouvaient être utilisés à la place de Shelley et Lloyd. L'incendie de la voiture rendrait l'identification visuelle impossible. Les dossiers dentaires pouvaient être échangés. « Elle m'a payé 50 000 $, dit Lindsay, la voix plate. Je me suis convaincu que c'était un crime sans victime. Les inconnues étaient déjà mortes. Personne ne les réclamait. Et Madame Rice a dit qu'elle protégeait son petit-fils d'un père abusif. » L'avocate d'Eric, Hélène, avait fait appel à un procureur criminel nommé Lawrence Garrison pour gérer cet aspect. Il se leva. « Avez-vous vérifié ces allégations d'abus ? » ?»« Non. »« Avez-vous enquêté sur les antécédents de Monsieur Sweeney ? » ?»« Non. »« Donc, vous avez cru sur parole une femme qui vous offrait 50 000 $ pour falsifier des certificats de décès ? » ?»« Oui. » Le procureur de Patricia Heschel tenta de s'opposer, mais le mal était fait. Jimmy Ellis, l'avocat du Maryland, était moins coopératif. Il invoqua le 5e amendement pour la plupart des questions, mais les dossiers financiers parlaient d'eux-mêmes. Faux certificat de naissance pour Lloyd sous le nom de Lloyd Rice, antidaté pour montrer qu'il était né dans le Delaware. Numéro de sécurité sociale obtenu par vol d'identité. Une histoire complètement fictive. Le niveau de planification ici est extraordinaire, dit Laurence à Eric pendant une pause. Ce n'était pas une décision impulsive. Patricia se préparait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Mais quel était le but final ? C'est ce que nous essayons de comprendre. Votre femme demande à témoigner. Shelley prit la barre cet après-midi-là. Elle avait perdu du poids, l'air hanté. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible. Ma mère m'a dit que tu allais m'enlever Lloyd. Eric se pencha en avant, chaque muscle tendu. Elle a dit que ta famille avait de l'argent, des relations. Que tu manipulerais les tribunaux de la garde, que je perdrais mon fils. Elle m'a montré des documents juridiques, des faux, je m'en rends compte maintenant, suggérant que tu montais un dossier pour prétendre que j'étais une mère inapte. Pourquoi l'auriez-vous cru ? Demanda Laurence. Parce que ma mère a contrôlé ma vie depuis ma naissance. Parce qu'elle m'a convaincu quand j'avais 17 ans que mon petit ami me trompait, et j'ai découvert des années plus tard qu'elle avait fabriqué les preuves. Parce qu'elle m'a dit quand j'ai épousé Eric que sa famille nous détruirait, et son père l'a bien déshérité. C'était à cause d'elle, dit Eric à voix haute. Hélène attrapa son bras, mais le juge l'autorisa. Monsieur Sweeney. Je sais, dit Shell, les larmes coulant. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, elle m'a fait croire que tout était de ta faute. Elle a dit que la seule façon de protéger Lloyd était de disparaître. Qu'elle avait un plan, que nous serions en sécurité,
que Lloyd aurait une belle vie. Alors vous l'avez laissé croire que son père était mort. Je pensais que je le protégeais, la voix de Shell monta. Elle m'a convaincu que tu étais dangereux, que tu prévoyais de me l'enlever définitivement. Le fond en fiducie, a-t-elle dit, une fois que ton père serait mort, tu utiliserais cet argent pour nous enterrer sous les frais de justice, que nous ne verrions plus jamais Lloyd. Laurence s'approcha de la barre des témoins. Madame Rice Sweeney, quand avez-vous réalisé que votre mère mentait? Le visage de Shell s'effondra. Il y a environ 6 mois. J'ai trouvé des documents qu'elle avait cachés. Les vrais papiers d'assurance. Les paiements. J'ai réalisé qu'elle avait planifié ça pour l'argent, pas pour protéger Lloyd. Je l'ai confrontée et elle. Shell toucha son poignet et Eric vit une légère cicatrice. Elle m'a rappelé que j'étais tout aussi coupable. Que si je disais quoi que ce soit, j'irais en prison. Que Lloyd irait en famille d'accueil. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police? Parce que j'étais terrifié. Et parce qu'à ce moment-là, Lloyd s'était adapté, il s'était fait des amis. Il était heureux. Je me suis dit qu'il valait mieux le laisser heureux que de faire exploser son monde à nouveau. Même si son père le croyait mort. Je me suis dit qu'Eric était passé à autre chose, qu'il avait reconstruit sa vie. Je me suis convaincu que c'était mieux pour tout le monde. Laurence laissa cela flotter dans le silence. Mais votre mère prévoyait de fuir à nouveau. Quoi? Elle a dit que quelqu'un surveillait la maison, qu'elle pensait que nous avions été découverts. Elle allait emmener Lloyd au Canada. J'étais censé rester derrière. Établir que nous nous étions disputés. Que je ne savais pas où ils étaient allés. Elle allait vous séparer de votre fils. Oui. Après vous avoir dit que tout le plan était de vous garder ensemble. Oui. Et vous n'êtes toujours pas allé voir la police. Le silence de Shell était une réponse suffisante. Le témoignage de Patricia fut différent. Elle ne montra aucun remords, aucune reconnaissance de ses torts. Elle s'assit droite dans le box des témoins et affirma que tout ce qu'elle avait fait était nécessaire. Ma fille était mariée à un homme qui privilégiait le travail à la famille, qui la laissait seule avec un enfant pendant qu'il courait après les contrats et la reconnaissance, dont la famille les avait tous deux rejetés. Laurence la laissa parler. La laissa creuser sa propre tombe. Lloyd souffrait. Shelley souffrait. J'ai pris la décision de les protéger. En simulant leur mort et en volant $800 000 d'assurance? En leur donnant une chance d'avoir une vie meilleure. Vous avez convaincu votre fille que son mari était dangereux, falsifié des documents, soudoyé un médecin légiste et commis une fraude à l'identité. C'est de la protection? Vous ne comprenez pas ce que signifie être une mère. Je comprends ce que signifie être une kidnappeuse, rétorqua Laurence. Votre honneur, l'État maintient que Patricia Rice a agi avec préméditation et malveillance. Ce n'était pas une mère protectrice. C'était une femme qui a vu une opportunité de gain financier et a manipulé sa propre fille pour y parvenir. Le juge ordonna une pause. Dans le couloir, Hélène prit Eric à part. Ça se passe bien pour nous. Le procureur propose un accord à Shell. Peine réduite si elle témoigne contre Patricia. Quelle est la peine? Probablement 2 ans avec crédit pour le temps purgé et possibilité de libération anticipée. Elle serait dehors dans 18 mois. Et Patricia? 10 à 20 ans si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Elle va en prison pour longtemps. Eric regarda à travers les portes de la salle d'audience où Lloyd était assis avec un défenseur des enfants, dessinant et essayant de ne pas écouter les adultes discuter du sort de sa mère. Je veux qu'elle passe le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais Lloyd a besoin de sa mère. Vous êtes une meilleure personne que je ne le serais. Je ne le fais pas pour Shell. Je le fais pour lui. Le procès dura 3 semaines. Les preuves étaient accablantes. Patricia fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Enlèvement, fraude, complot, corruption, vol d'identité. Le juge la condamna à 15 ans. Aucune possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Shelley plaida coupable de complot et reçut 2 ans, le juge notant sa coopération et les preuves de la manipulation de sa mère. Vous avez fait des choix terribles, lui dit le juge. Mais vous aimiez aussi votre fils. Cela n'excuse pas ce que vous avez fait, mais cela l'explique. J'espère que vous utiliserez votre temps en prison pour comprendre le mal que vous avez causé et pour vous reconstruire en tant que personne digne du pardon de votre fils.
Eric assista à chaque jour du procès. Lloyd resta à la maison avec Julian ou Hélène, à l'abri des pires détails. Ils avaient commencé une thérapie familiale, travaillant à travers les couches de traumatisme et de confusion. Lloyd faisait des cauchemars. Il paniquait quand Eric partait travailler. Il posait des questions sur pourquoi sa mère avait fait ça, pourquoi sa grand-mère avait menti. Eric répondait honnêtement, de manière appropriée à son âge. Parfois, les gens font des erreurs parce qu'ils ont peur. Parfois, ils font des erreurs parce qu'ils veulent des choses qu'ils ne devraient pas avoir. Ta maman a fait des erreurs, mais elle t'aime. Ta grand-mère a fait des erreurs et elle a blessé beaucoup de gens. Tu aimes toujours maman? Cette question frappait Eric en plein cœur à chaque fois. J'aime qui elle était quand nous étions mariés. Je ne sais pas qui elle est devenue après. Mais ce n'est pas ton problème. Les relations entre adultes sont compliquées. Tu es en colère contre moi? Pourquoi serais-je en colère contre toi? Parce que je les ai crus. Parce que je ne me suis pas souvenu de toi tout de suite. Eric prit Lloyd sur ses genoux, le serra fort. Tu avais 6 ans quand ils t'ont emmené. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Tu étais un petit garçon qui croyait les adultes autour de lui parce que c'est ce que les enfants sont censés faire. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis juste reconnaissant de t'avoir trouvé. Je me souviens de plus de choses maintenant. Je me souviens des histoires. Je me souviens que tu me laissais t'aider avec tes dessins. Tu étais un terrible assistant. Tu dessinais des dinosaures dans les marges. Lloyd rit. Le son, toujours surprenant et précieux. Tu disais que c'était des consultants en structure. Le client n'était pas d'accord. Il reconstruisait, brique par brique. Certains jours étaient plus durs que d'autres. Mais Lloyd commença à l'appeler « papa » plus naturellement. Commença à dormir toute la nuit plus souvent. Commença à dessiner des images de maisons et de bâtiments, d'architectes et de dragons et de châteaux dans les nuages. 6 mois après la fin du procès, Hélène aida Eric à demander la garde exclusive. Shelley ne contesta pas. Elle envoya une lettre de prison adressée à Lloyd, expliquant ce qu'elle pouvait expliquer, s'excusant pour ce qu'elle ne pouvait pas changer. Lloyd la lut assis sur le canapé à côté d'Eric. Quand il eut fini, il pleurait. Je peux lui répondre? Bien sûr. Je dois lui pardonner? Pas avant que tu ne sois prêt. Peut-être même jamais. C'est ton choix. Tu seras en colère si je le fais? Eric regarda son fils, 9 ans maintenant, devenant quelqu'un d'intelligent, de réfléchi et de gentil malgré tout. Je ne serai jamais en colère contre toi pour avoir des sentiments. L'amour n'est pas simple, mon grand. Les gens peuvent nous blesser, et nous pouvons toujours tenir à eux. Ça ne te rend pas faible ou stupide. Ça te rend humain. Lloyd se pencha contre lui. Je suis content que tu m'aies trouvé. Moi aussi. Ce dimanche-là, ils allèrent à l'aire de jeu où Eric avait vu Lloyd pour la première fois. Ils y étaient déjà allés, mais aujourd'hui semblait différent. Lloyd courut vers les balançoires sans peur, sans regarder par-dessus son épaule pour voir si Eric était toujours là. Eric s'assit sur un banc et regarda son fils jouer. Julian le rejoignit, apportant 2 cafés. Tu l'as fait, dit Julian doucement. Nous l'avons fait. Toi, Hélène, Brent, tous ceux qui ont aidé. Mais c'est toi qui n'as pas abandonné. La plupart des gens auraient cru qu'il perdait la tête. Tu as fait confiance à tes yeux. J'ai fait confiance à mon cœur. Mes yeux n'ont fait que confirmer. L'avocat de Patricia a fait appel. Qu'il le fasse. Elle ne sortira pas, et Shelley? Lloyd lui écrit des lettres. Nous faisons des visites supervisées une fois qu'elle sera libérée. Je ne l'empêcherai pas de le voir s'il veut une relation avec elle, mais ce sera à nos conditions. Supervisé, avec des thérapeutes impliqués. Julian hocha la tête. C'est généreux. C'est stratégique. Si je la coupe complètement de sa vie, Lloyd m'en voudra quand il sera plus âgé. Si je la laisse revenir progressivement dans sa vie, avec des limites, il verra que j'essaie de faire ce qui est le mieux pour lui. Et peut-être que Shell changera vraiment. Peut-être que la prison la réveillera. Tu le crois vraiment? Eric regarda Lloyd se balancer plus haut, riant en tendant la main vers le ciel. Je crois que les gens peuvent vous surprendre. Il y a 2 ans, j'enterrais mon fils. Aujourd'hui, je le regarde jouer. Si c'est possible, tout est possible.
Ils restèrent assis dans un silence confortable. Le soleil d'automne chaud sur leur visage. Lloyd finit par accourir, essoufflé et taché d'herbe. « Papa, on peut prendre une glace ?» « Bien sûr. » Triple chocolat avec des oursons en gélatine. « C'est dégoûtant, mais c'est ton estomac. » Lloyd sourit et attrapa la main d'Eric. Alors qu'il marchait vers la voiture, Eric sentit quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Pas tout à fait la paix, mais le début de celle-ci. Son fils était vivant. Son fils était à la maison. Et après 2 ans d'un deuil qu'il avait presque détruit, Eric Sweeney avait appris que parfois, l'impossible n'était que l'improbable qui attendait de se produire. 1 an plus tard, Eric se tenait dans le bureau de son cabinet d'architecte. Plus seulement un consultant, mais le propriétaire de Sweeney & Associates. Julien l'avait rejoint en tant que partenaire, s'occupant de la partie commerciale. Il venait de remporter un contrat pour un hôpital pour enfants, battant 3 plus grands cabinets. Le design comportait des éléments fantaisistes, une tour qui semblait toucher les nuages, des éléments structurels en forme de dragon, et un jardin conçu spécialement pour les enfants se remettant d'un traumatisme. Lloyd avait contribué avec des idées lors des conversations à table, et Eric avait incorporé chacune d'entre elles. « Tu mets beaucoup de toi-même dans ce projet », observa Julien en examinant les plans. « C'est le but. Construire devrait avoir un sens. Celui-ci signifie tout. » Son téléphone vibra. L'école de Lloyd demandait si Eric pouvait venir le chercher plus tôt, une demi-journée à cause des réunions parents-professeurs. Eric vérifia sa montre, envoya un texto « J'arrive ». 15 minutes plus tard, Lloyd monta dans la voiture, son sac à dos jeté sur la banquette arrière avec le mépris désinvolte d'un enfant de 10 ans qui n'a jamais eu à transporter toute sa vie dans un seul sac. « Comment s'est passée l'école ? » Madame Johnson dit que je suis bon en géométrie. Elle dit que j'ai une bonne perception spatiale. Tu tiens ça de moi. Je sais. Je lui ai dit que mon papa est architecte. La poitrine d'Eric se serra de fierté. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que je pourrais en être un aussi. Je pourrais ? Tu pourrais être tout ce que tu veux, mon grand. Architecte, astronaute, dresseur de dinosaures. Les dinosaures sont éteints, papa. C'est ce qui rend leur dressage si impressionnant. Lloyd rit, et le son fit encore battre le cœur d'Eric. Chaque rire, chaque sourire, chaque moment ordinaire était comme un cadeau qu'il avait failli perdre. Ils s'arrêtèrent pour cette glace. Triple chocolat avec des oursons en gélatine. Toujours aussi dégoûtant. Lloyd la mangea en racontant à Eric un projet sur le système solaire qu'il construisait pour le cours de sciences. Eric écouta, posa des questions, fit des suggestions sur l'intégrité structurelle pour un Saturne en papier mâché. Plus tard, après les devoirs, le dîner et la routine du coucher qu'ils avaient reconstruit pièce par pièce, Eric s'assit dans l'embrasure de la porte de Lloyd. « Papa. » La voix de Lloyd était somnolente, déjà à moitié dans ses rêves. « Oui. Je suis content que tu n'aies pas abandonné. » Eric sentit sa gorge se nouer. « Moi aussi, mon grand. Mamie m'a dit que tu le ferais. Elle a dit que tu nous oublierais et que tu passerais à autre chose. Je ne pourrai jamais t'oublier. Jamais. Je le sais maintenant. » Lloyd se retourna, s'enfouissant dans son oreiller. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. » Eric resta assis après que Lloyd se fut endormi, regardant son fils respirer, comptant les bénédictions qu'il avait cru autrefois enterrées dans une parcelle de cimetière. Patricia purgeait sa peine dans une prison fédérale. Shelley était en libération conditionnelle, voyant Lloyd 2 fois par mois lors de visites supervisées où elle essayait de reconstruire quelque chose à partir des décombres qu'elle avait causés. Et Eric était là, dans son loft, écoutant son fils dormir profondément dans la pièce voisine. Il pensa au moment, 2 ans auparavant, où il avait vu Lloyd sur cette aire de jeu. Le moment où son monde entier s'était retourné. Le choix qu'il avait fait de faire confiance à ses yeux, d'enquêter, de monter un dossier au lieu de foncer tête baissée. Patience, planification et précision. Ces 3 choses qui avaient ramené son fils à la maison. Pas la colère, pas la vengeance, mais une détermination prudente, méthodique et implacable. Eric se leva doucement, ferma la porte presque entièrement, Lloyd émet une fente de lumière du couloir, et se dirigea vers son bureau. Sur le mur était accrochée une photo encadrée du mois dernier. Eric et Lloyd lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l'hôpital pour enfants. Tous deux avec des casques de chantier. Tous deux souriants.
En dessous, une citation qu'il avait choisie avec soin. Parfois, la meilleure architecture ne se trouve pas dans les bâtiments que nous concevons, mais dans les vies que nous reconstruisons. Son téléphone vibra. Hélène envoyait un article sur l'appel rejeté de Patricia. La condamnation tenait, 15 ans, pas de libération conditionnelle avant 10 ans. Eric le lut une fois, puis supprima la notification. Patricia était le passé. Lloyd était l'avenir. Et Eric Sweeney avait appris la leçon la plus difficile de sa vie. Que parfois, survivre signifiait endurer un deuil impossible. Et que parfois, gagner signifiait simplement refuser d'arrêter de se battre pour ce qui vous appartenait. Son fils était à la maison. Après 2 ans à croire que Lloyd était mort. Après des mois d'enquête, de batailles juridiques, de séances de thérapie et de cauchemars, son fils était à la maison. C'était une victoire suffisante. Eric éteignit les lumières, vérifia Lloyd une dernière fois, et alla se coucher. Demain, il recommencerait à construire. De nouveaux projets, de nouveaux souvenirs, de nouveaux chapitres dans une histoire qui avait failli se terminer, mais qui avait trouvé un nouveau commencement. Dehors, Philadelphie dormait sous un ciel d'hiver. Et dans un loft du centre-ville, un père et un fils rêvaient leurs rêves séparés, enfin, béni soit-elle, ensemble. Voy a hacer un poco de trampa. De ahí. Vale, ahí se de día, porque es lo mismo, si dormimos los dos. Yo tengo cama, hablando todo un poco. ¿Tengo cama? No me acuerdo si tengo cama, pero debo tenerla, Ana, por algún lado. Para un poco. Lo que pasa es que... ¿Tengo cofres arriba? No lo sé, Rick. Es verdad que estaba organizando mis cosas. Vale, estoy haciendo de todo, Mi casa va a quedar tremenda base secreta. No voy a parar hasta hacer la base maligna, la base de Buster, la base de la Corstiana. Me llevo esto. Pumba. Tengo que organizar bien todo. El plan es organizarme. Me organizo y soy MacGyver. Me organizo fuerte. Tengo que hacer los cultivos más grandes, amigo. Pero ya tengo bastantes stacks de semillas. No tenía nada. Tuve que ir a rastrillar todo el campo para tener esto además. Vale, se le desconectó de Blackie. Igual eso, si se te desconecta de Blackie, porque a veces el server te tira para afuera. Vos volvés a entrar. Tipo, poné actualizar, donde están los servers. Se actualiza y ahí entra de vuelta. A veces no tenés que poner de vuelta la contraseña. Ya, como te saliste pronto y entraste pronto, se te inicia sesión solo. Vale. A ver qué pedos, para un poco. Yo quería agrandar sí, la parte de abajo. La parte de abajillo. Voy a agrandar la cosa. A ver. Tengo que... Ok. Voy a ir hacia abajo y let's go. Espero no morir, porque para que ahí tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener muchísimo cuidado. No sé ni qué estoy haciendo. No me jodas. Vale, ahí encontré hueco. Bueno, la idea es agrandar. Estaba agrandando al tamaño de la protección. Porque vieron que habíamos puesto un bloque de 5x5 y era de 11x11. Ahí dice, ¿quieres que te ayude con tu cultivo? Me encantaría, pero tengo la protección de Blackie. No podés romper las cosas acá, en mi casa. Y no sé cómo... No pude al final configurar para permitirle a más gente pertenecer al bloque. Tipo, no sé cómo hacer. Tendría que romper el bloque con el creativo. ¿Entendés? Sí, por eso no te preocupes, Blackie. Pero vos, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tu casa? Pues no lo puedo sacar. No puedo agregarte a mi... ¿Cómo se dice? A mi casa. A nadie puedo agregar. Vale, me pasaría lo mismo si voy a tu casa. O sea, para participar tengo que romper el bloque. Vale. Pumba. Podés venir a ver. Voy ahora mismo. En este instante de Blackie, let's go. Vale. TP de Blackie. Ahí voy. Ay, me está costando una banda la coordination. Sorry, gente, no voy a poder estar, perdón. Tranqui, Dierzo, ¿qué andas haciendo? ¿Estás descansando? No te preocupes, amigo. No te preocupes, Insta. No, pero para un poco. ¿Hiciste todo esto? ¿Y cuándo hiciste todo esto? ¿Cuándo hiciste todo esto de Blackie? No me jodas. Pero no me jodas, amigo. Mira, no, sigue para abajo. ¡Sigue! Ah, bueno, pero no, pero vos de Blackie ya habías jugado Minecraft, ¿o no? Ahora me dice que no. No me jodas. Está armando algo secreto acá, mira. Está armando algo secreto. ¿Qué? No me jodas. De Blackie. ¿Vos ya jugabas al Minecraft de antes? Sí. Amigo, tiene pinta de ser pro. Mira. Sí, aquí será para crear pociones. Ah, la tiene re clara, amigo, la tiene clarísima. No, la tiene muy clara, de Blackie. A ver, mira este pasillo. ¿No parece de terror?
No parece, se parece mucho a lo que me mandaste ayer de Blacky. Al mod de terror. Eso hay que hacerlo de Blacky. Eso me va a poner en campaña. Me voy a poner en campaña para lo de terror. No está quedando God. Está quedando God. Está quedando muy God, te felicito. La casa está una locura. La casa está una locura. Insta. Memeo si pon mod de terror. Yo también, pero hay que hacerlo de Blacky, hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Voy a averiguar si lo puedo hacer acá en... Capaz que quiero otro server con mods acá. ¿Qué le parece? Puedo probar, porque algún mod va a entrar. ¿Vale? Ah, ¿yo puedo cerrar la puerta? Ah, porque soy el admin. Pero una persona cualquiera no puede cerrar tu puerta. ¿Y qué acá qué hay? Propiedad de Black. Vale, y esto es una fábrica secreta de monsters. Ah, bueno. Ah, me caí todo. Pensé que había más cosas allá. ¿Y esto qué es? Esos cultivan, hacen cosas secretas. No me jodas. Aquí puedes comprar. A ver. ¿Y qué te da? Ese no me vende nada. Está enojado ese. Ese no me vende nada de Blacky. ¿A quién le compro? No me jodas. ¿O vos vendés? ¿Vos vendés? De Blacky te vende. De Blacky te canjea. Para poco. No estoy entendiendo. Explícame, Blacky. Explícame a quién le compro. ¿Al otro? Y también te dejan zanahorias y papas. Ah, este cosecha, ¿no? Ah, tiene toda una fábrica. No me jodas, es todo un jefe. Tiene todo un montón de gente trabajando.